Aux funérailles de mon père, le silence était de plomb, celui qui vous oppresse la poitrine. Nous nous tenions dans une immense cathédrale à Chicago, entourée par l'élite du monde de la logistique. Mais ma belle-sœur Samantha n'était pas là pour le deuil. Elle était là pour revendiquer le trône. Elle s'est emparée du micro avant même que le prêtre ait pu terminer la prière finale. Sa voix était tranchante, fendant l'air sombre. Elle a annoncé que mon frère Zachary était officiellement le nouveau PDG de notre empire de 600 millions de dollars. Elle rayonnait, cherchant des applaudissements dans l'assemblée. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Un son a résonné à travers les haut-parleurs haut de gamme. Un gloussement sonore, distinct et sec, venant directement de la direction du cercueil de mon père. Ce n'était pas un fantôme. C'était un enregistrement. Mais la terreur qui a traversé le visage de mon frère, elle, était bien réelle. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Pour comprendre pourquoi mon père riait depuis sa tombe, il faut remonter environ 10 minutes en arrière. Mon frère Zachary et sa femme Samantha traitaient ses funérailles comme si c'était le mégala. Ils ne pleuraient pas, ils faisaient du réseautage. Je les observais depuis le premier banc. Zachary serrait les mains des membres du conseil d'administration, acceptant des condoléances pour un poste qu'il n'avait même pas encore commencé. Samantha pointait littéralement les vitraux en chuchotant à quel point ils seraient magnifiques dans la suite de direction. Il me regardait comme si je faisais partie des meubles. Zachary s'est penché, ajustant une cravate qui coûtait plus cher que mon loyer. Il a murmuré, « Ne t'inquiète pas, Jessica. On te trouvera une place au sous-sol. Il faut bien quelqu'un pour s'occuper de la paperasse pendant que les adultes dirigent la boutique. » Il a eu un sourire narquois. Il m'a traité d'abeille ouvrière, de secrétaire glorifié. Il se pensait intouchable parce qu'il était le fils aîné. Il pensait que le sang dans ses veines était une carte de crédit sans limite. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas supplié de me respecter. J'ai juste senti un calme froid et clinique m'envahir. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée, vers Peter. Peter était le chef de cabinet de mon père, un homme qui avait été l'épine dorsale de cette entreprise pendant 40 ans. Il tenait une petite télécommande dans sa main. Je lui ai fait un unique et subtil signe de tête. C'était le signal. Peter s'est levé et s'est dirigé vers le fond de l'église. Il a discrètement verrouillé les lourdes portes en chêne. Le clic du pêne dormant a résonné dans le silence soudain. Puis il a pointé la télécommande vers l'immense écran de projection qui avait été installé derrière l'autel pour la vidéo de l'éloge funèbre. Il a appuyé sur « Lecture ». L'écran a pris vie. Ce n'était pas un montage de souvenirs de famille heureux. C'était mon père, Adam, assis à son bureau, regardant droit dans l'objectif de la caméra. Il n'avait pas l'air paisible. Il avait l'air d'être sur le point de virer quelqu'un. C'est là que le gloussement a commencé. Il a retenti dans toute l'église, figeant Zachary et Samantha sur place. Le couronnement prématuré était terminé. L'audit allait commencer. Alors que l'assemblée tournait les yeux vers l'immense écran de projection, regardant le visage pixelisé de mon père prendre une expression sinistre, mon propre esprit s'est éloigné de la cathédrale. Il est retourné aux endroits où cet empire vivait réellement. Pas dans des salles de conseil aux tables en acajou, mais dans des gares de triage glacial à 3 heures du matin. Pendant que Zachary était occupé à faire du réseautage à ESA ou à construire la marque lors de courses de Formule 1, j'étais dans la gadoue jusqu'aux chevilles dans un centre de distribution près de Détroit, négociant avec les chefs syndicaux pour maintenir la chaîne d'approvisionnement en mouvement. Pendant 10 ans, j'ai été le fantôme dans la machine. J'ai été la main invisible qui réparait les freins avant même que quiconque sache qu'ils étaient cassés. J'ai manqué le mariage de ma meilleure amie parce qu'une cargaison de fournitures médicales était bloquée à la douane à Rotterdam. J'ai passé mon 25e anniversaire dans une salle de serveur à redémarrer le système de suivi après une cyberattaque. Je ne l'ai pas fait parce que j'aimais le stress. Je l'ai fait parce que je croyais en une transaction qui s'est avérée être un mensonge. Vous voyez, je m'étais convaincu que la compétence était une monnaie d'échange.
Je pensais que si je travaillais assez dur, si je me rendais assez indispensable, le mérite finirait par l'emporter sur les liens du sang. Je portais mon silence comme un uniforme. Dans le secteur de la logistique, une femme qui hausse le ton est jugée émotive, mais une femme qui résout les problèmes en silence est un atout. Alors, je suis devenue l'atout ultime. J'ai audité les coûts de carburant. J'ai rationalisé les itinéraires d'expédition. J'ai fait économiser à l'entreprise 12 millions de dollars en gaspillage opérationnel en un seul exercice fiscal. Je me disais que c'était de la dignité. Je me disais que je payais une dette de gratitude envers le nom de la famille. Je m'étais forgé mes propres chaînes. Des maillons faits de devoirs et d'obligations. Je pensais qu'en restant dans l'ombre, je prouvais ma loyauté. Je pensais que mon père me voyait. Je pensais qu'il comprenait que si Zacharie était la mascotte, j'étais le moteur. Mais assise sur ce banc, en regardant Samantha serrer son collier de perles, j'ai réalisé que mon silence n'avait pas été une stratégie. Il avait été une autorisation. En ne réclamant pas le crédit de mon travail, je leur avais donné la permission de m'effacer. Je leur avais permis de traiter mon travail comme une ressource naturelle, quelque chose qu'ils pouvaient exploiter sans coût. Je n'étais pas leur partenaire. J'étais leur infrastructure. On ne remercie pas les fondations d'une maison de soutenir les murs. On suppose simplement qu'elles seront là. Et cette supposition fut leur erreur fatale. Ils pensaient que mon silence signifiait la soumission. Ils pensaient que j'étais silencieuse parce que j'étais faible. Ils ne comprenaient pas que j'étais silencieuse parce que je tenais les comptes. Chaque fête manquée, chaque idée volée, chaque fois que Zacharie s'attribuait le mérite d'un contrat que j'avais conclu, tout était consigné. Je ne faisais pas que travailler. J'accumulais des parts dans un registre qu'il ne pouvait pas voir. Et maintenant, en regardant le visage de mon père sur cet écran, je savais qu'il avait lui aussi tenu les comptes. Il avait regardé Zacharie traiter l'entreprise comme sa tirelire personnelle. Et il m'avait regardé la traiter comme une chose vivante, qui avait besoin de protection. Les chaînes invisibles étaient sur le point de se briser et le son de leur rupture allait être assourdissant. Pour comprendre pourquoi je ne ressentais pas la moindre culpabilité en regardant mon frère transpirer dans cette église, il faut voir ce qui s'est passé il y a 3 jours. Notre père était mort depuis moins de 4 heures. Le médecin légiste venait de quitter la maison. Mais Zacharie et Samantha ne sont pas allés au funérarium. Ils sont allés directement au siège social de l'entreprise. J'étais déjà là, assise dans le bureau de mon père avec Peter, essayant de stabiliser le cours de l'action et de rassurer nos partenaires mondiaux que l'entreprise n'allait pas s'effondrer. Nous étions en deuil, mais nous travaillons parce que c'est ce que ce travail exige. Puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et le cirque est arrivé. Zacharie est entré comme s'il venait de conquérir une nation. Il ne portait pas de noir. Il portait un costume bleu marine qui criait l'argent frais. Il n'a pas posé de questions sur l'organisation des funérailles. Il n'a pas posé de questions sur les employés. Il s'est dirigé droit vers l'imposant bureau en chêne que mon père avait construit de ses mains et a passé son doigt sur le bord. Ça doit dégager, a-t-il dit. C'est trop rustique. Je veux du verre. Je veux du chrome. Je veux quelque chose qui dise visionnaire. Samantha était juste derrière lui, tapotant sur son téléphone. Elle n'appelait pas des parents. Elle appelait un architecte d'intérieur. Il faut vider tout cet étage, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans le silence sombre. Ça sent le vieil homme et le gazole. Il nous faut un salon privé, un bar et peut-être un héliport sur le toit. Zacharie mérite une entrée digne de ce nom. Peter s'est levé. Son visage était gris de chagrin, mais il a essayé d'être la voix de la raison. Il leur a dit, nous avons une crise de liquidité à gérer. Il leur a dit que les chauffeurs s'inquiétaient pour leur retraite. Zacharie a ri. Il a réellement ri. Il a regardé Peter, un homme qui lui avait appris à faire ses lacets, et a dit, détends-toi, Peter. Tu ne seras bientôt plus là. Nous avons besoin de sang neuf. Tu es de la vieille école. Considérez ça comme votre préavis. Puis il s'est tourné vers moi. Je tenais une pile de manifestes d'expédition urgents.
Zacharie me les a arrachés des mains et les a jetés par terre. Et toi, Jessica, a-t-il dit avec un ricanement. Nous avons besoin d'un vrai visage pour cette entreprise. Quelqu'un avec du charisme. Tu peux rester pour t'occuper du classement et des commandes de café. Tu es doué pour les trucs ennuyeux. Tu es comme une secrétaire glorifiée, n'est-ce pas? Contente-toi de maintenir les lumières allumées pendant que je dépense les bénéfices. Ils ont passé l'heure suivante à parler de liquider la flotte de camions pour acheter une villa en Toscane parce que le télétravail est l'avenir. Ils parlaient de démanteler un héritage de 50 ans pour financer des vacances permanentes. C'étaient des rois de papier. Ils pensaient que le titre leur donnait le pouvoir. Ils ne comprenaient pas que le pouvoir vient du respect des gens que l'on dirige. Et en 60 minutes, ils en avaient perdu chaque once. Je n'ai pas discuté avec eux. J'ai ramassé les papiers du sol. Je les ai organisés en une pile nette. J'ai regardé Peter et j'ai vu le feu dans ses yeux. C'est à ce moment-là que le plan est né. Il voulait le titre. Très bien. Ils pouvaient l'avoir le titre, mais ils étaient sur le point de découvrir que la couronne qu'ils volaient était faite de plomb et qu'elle allait les entraîner directement au fond de l'océan. La vidéo à l'écran n'a pas enchaîné sur un montage de parties de pêche ou de fête d'anniversaire. Elle ne s'est pas adoucie en un adieu larmoyant. Au lieu de cela, l'image de mon père s'est penchée en arrière dans son fauteuil en cuir, a croisé les bras, et la caméra a zoomé sur ses yeux. Ils étaient durs, de silex, les yeux d'un homme qui avait affronté des grèves syndicales et des effondrements de la chaîne d'approvisionnement pendant 40 ans. Il s'est raclé la gorge et le son a réverbéré sur les murs de la cathédrale comme un marteau de juge frappant un pupitre. Zacharie, a tonné la voix enregistrée de mon père. Tu as passé les 10 dernières années à attendre ce moment. Tu as attendu que je meure pour enfin pouvoir arrêter de demander la permission et commencer à dépenser le capital. Tu as toujours cru que ma générosité était un signe d'amour. Tu pensais que chaque fois que je signais un chèque pour l'une de tes brillantes idées, je t'approuvais. L'image à l'écran a changé. La vidéo s'est réduite dans un coin, remplacée par une image haute résolution d'une immense feuille de calcul Excel. Les lignes étaient codées par couleur en rouge. C'était un registre. Un registre des péchés. Passons en revue le portefeuille, a narré mon père, sa voix sèche et clinique. Point 1. La boîte de nuit à Miami. Tu m'as dit que c'était un investissement culturel. Coût, 2 400 000 $. Statut, en faillite en 6 mois. Point 2. L'entreprise de restauration de voitures de collection. Coût, 1 800 000 $. Statut, liquidé pour la ferraille. Point 3. Tes consultants en images de marque personnelle. Coût, 400 000 $ par an. L'assemblée était silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Samantha avait cessé de pointer l'architecture du doigt. Elle fixait l'écran, la bouche légèrement ouverte, regardant les chiffres défiler. C'était un audit public de tout leur style de vie. Les gens me disaient que je te gâtais, a poursuivi mon père. Ils me disaient que je te ruinais en te donnant tout ce que tu demandais. Mais ils avaient tort. Je ne te gâtais pas, mon fils. Je te testais. Je menais une étude de faisabilité sur ton caractère. Je t'ai donné des ressources illimitées pour voir si tu construirais quelque chose ou si tu te contenterais de tout brûler. Je voulais voir si l'enfant chéri pouvait réellement transformer le plomb en or, ou s'il allait juste tout peindre en jaune et appeler ça une journée. C'était la malédiction de l'enfant chéri révélée en résolution 4K. Mon père n'avait pas été aveugle à l'incompétence de Zacharie. Il l'avait documenté. Il avait permis à Zacharie de consumer son propre avenir parce qu'il savait que c'était le seul moyen de prouver empiriquement qu'il n'était pas apte à diriger. Il avait donné la corde à Zacharie, et Zacharie avait fait le nœud coulant lui-même. Tu as échoué au test, Zacharie, a dit mon père, la feuille de calcul disparaissant, remplacée à nouveau par son visage. Tu as tout brûlé. Mais voici la chose que tu as oubliée. Je suis un homme d'affaires. Je ne donne pas de capital sans paperasse. Tu te souviens de ces accords standards que Peter te faisait signer? Chaque fois que je te virais de l'argent, tu ne les lisais pas. Tu étais trop occupé à faire sauter les bouchons de champagne. Mais si tu les avais lus,
tu saurais quelque chose de très important. Mon père a souri à l'écran, une expression froide et terrifiante. Ce n'étaient pas des cadeaux, Zacharie. C'étaient des prêts. Des prêts sur ton héritage. Et d'après mes calculs, tu as déjà dépensé chaque centime. La feuille de calcul a disparu de l'écran, remplacée par l'image scannée d'un document juridique. Il était d'un blanc éclatant et indubitablement officiel. En bas, à l'encre bleue, se trouvait une signature tentaculaire et arrogante, Zacharie Vance. Mon frère s'est penché en avant sur le banc, plissant les yeux. J'ai vu le moment où il a reconnu sa signature. Sa mâchoire est tombée. Ses mains ont commencé à trembler. Il y a 5 ans, a entonné la voix de mon père, tu avais besoin d'argent pour la caution après cet incident à Monaco. Tu en avais besoin rapidement et discrètement. Tu as signé cette reconnaissance de dette et cet accord de transfert d'action. Tu ne l'as pas lu parce que la police était trop petite et que tu avais la gueule de bois. Mais laisse-moi te lire la clause clé. Le texte à l'écran a zoomé, mettant en évidence le paragraphe 4, dans l'éventualité où la dette totale de l'emprunteur envers la société dépasserait 6 millions de dollars, l'emprunteur accepte de renoncer à tous ses futurs droits de vote et à ses droits à l'héritage dans la société. De plus, lesdites actions seront immédiatement transférées à toute partie qui réglera la dette impayée au nom de la société. Le silence dans la cathédrale était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Mon père a marqué une pause sur la vidéo, laissant le jargon juridique s'imprégner. Le mois dernier, a-t-il poursuivi, ta dette a atteint 6 200 000 dollars. Techniquement, la société aurait pu te poursuivre en justice. Nous aurions pu saisir ton appartement, tes voitures, tout. Mais quelqu'un est intervenu. Quelqu'un a signé un chèque pour apurer les comptes. Quelqu'un a utilisé ses propres primes de performance, ses propres économies et son propre travail acharné pour payer tes erreurs afin que l'entreprise ne coule pas. L'écran a changé une dernière fois. Il montrait un reçu de virement bancaire. Le montant, 6 200 000 dollars. L'expéditeur, Jessica Vance. Tu n'as pas hérité de l'entreprise, mon fils, a dit mon père, sa voix baissant jusqu'à un murmure qui ressemblait à un cri. Tu l'as vendu. Tu l'as vendu morceau par morceau, verre après verre, erreur après erreur. Et ta sœur l'a racheté. Elle n'a pas seulement hérité de cet empire. Elle l'a acheté à sa pleine valeur marchande. Elle possède tes actions. Elle possède ton vote. Elle possède le siège sur lequel tu es assis en ce moment. J'ai regardé Samantha se tourner vers Zacharie. Le regard sur son visage n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était le regard d'une femme réalisant qu'elle avait misé sur un cheval qui avait déjà été transformé en col. Elle a commencé à lui crier dessus, là, dans l'église, mais sa voix a été noyée par les derniers mots de mon père. Jessica, a-t-il dit, regardant la caméra avec une chaleur que je n'avais pas vue depuis des années. La vidéo est passée au noir. Le bourdonnement du ventilateur du projecteur s'est tu, laissant dans cette cathédrale un silence si profond qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré de la pièce. Les lumières se sont lentement rallumées, éclairant l'épave de l'ego de mon frère. J'ai d'abord regardé Samantha. Elle s'est tournée lentement vers Zacharie. L'adoration, la soif de statue dans ses yeux, tout s'est simplement évaporé. Cela a été remplacé par un regard de dégoût pur et sans phare. Elle a réalisé en une fraction de seconde que son ticket d'or était en fait un passif. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas épousé un PDG. Elle avait épousé un homme avec une dette de 6 millions de dollars et 0 actif. Elle ne l'a pas réconforté. Elle ne lui a pas tenu la main. Elle l'a bousculé. Tu m'as menti, a-t-elle sifflé, sa voix brisant le silence. Tu m'as dit que c'était fait. Tu m'as dit que l'argent était à toi. Zacharie l'a ignoré. Il s'est précipité hors du banc et a couru vers moi. Son visage était pâle, luisant de sueur. Il m'a regardé et pour la première fois de sa vie, je n'ai pas vu d'arrogance. J'ai vu de la panique. Il a essayé de me prendre la main, mais j'ai reculé. Jessica, a-t-il balbutié, sa voix tremblante. C'est une blague, n'est-ce pas? Papa était malade. Il n'avait pas toute sa tête.
Tu ne peux pas vraiment faire ça. Nous sommes de la même famille. On ne vire pas sa famille. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Pendant des années, j'avais été intimidée par lui et Samantha. Il marchait avec une telle confiance. Il parlait avec une telle autorité. Mais maintenant, debout là, son héritage dépouillé, il avait l'air petit. Il ressemblait à un enfant portant un costume qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il m'est alors apparu que leur pouvoir n'avait jamais été réel. Il était loué. Toute leur identité était un service par abonnement payé par l'argent de mon père, et l'abonnement venait d'expirer. Sans le portefeuille pour les soutenir, il ne restait plus personne. C'était l'illusion du pouvoir d'une coquille vide. J'ai sorti de mon sac une seule enveloppe épaisse. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas fait de sermon. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction émotionnelle. Je l'ai simplement tendu. Ce n'est pas une blague, Zacharie, ai-je dit, ma voix stable et claire. Ceci est une lettre de licenciement avec effet immédiat. Peter a déjà désactivé tes badges d'accès et révoqué ton accès au compte de l'entreprise. Il a fixé l'enveloppe comme si c'était une bombe. Et à l'intérieur, ai-je poursuivi, se trouve un échéancier de remboursement pour les $200 000 restants que tu dois encore à la succession. J'attends le premier paiement le 1er du mois. Ne sois pas en retard. Il a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Il est juste resté là, un roi sans royaume, tandis que les membres du conseil derrière nous commençaient à regarder leur montre, prêts à retourner au travail. Sortir de la cathédrale était différent que d'y entrer. L'air semblait plus pur, le soleil plus éclatant. Peter attendait près de la voiture, la portière arrière déjà ouverte. Pendant 20 ans, il avait tenu cette porte pour mon père. Aujourd'hui, il la tenait pour moi. Il n'a pas dit un mot, mais le léger sourire sur son visage disait tout. Nous nous comprenions. Le chaos était terminé. L'ordre était rétabli. Nous sommes passés devant le principal entrepôt de distribution sur le chemin du bureau. J'ai levé les yeux vers l'énorme enseigne, les camions alignés au quai, l'ampleur de l'opération. Pendant une décennie, j'avais regardé cet endroit et ressenti le poids écrasant du devoir. Aujourd'hui, je ressentais le poids rassurant de la propriété. Ce n'était plus un fardeau. C'était à moi. Je l'avais acheté avec des nuits blanches et des vacances manquées, et j'avais le reçu pour le prouver. Mon téléphone a vibré sur le siège à côté de moi. C'était une notification indiquant que Samantha avait demandé le divorce. Je l'ai fait glisser pour l'ignorer. Puis un appel de Zacharie. J'ai bloqué le numéro. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais efficace. J'avais supprimé le poids mort de la chaîne d'approvisionnement. Cette nuit-là, je ne me suis pas retournée dans mon lit. Je ne me suis pas inquiétée de ce que Zacharie allait détruire ensuite. J'ai dormi profondément, sachant que l'Empire était enfin en sécurité entre les mains de la seule personne qui savait comment le porter. Si vous croyez que le leadership se mérite et ne s'hérite pas, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous pardonné la dette ou est-ce que Zacharie a eu exactement ce qu'il méritait ?